Tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Ici et d'ailleurs, le podcast où on parle entrepreneuriat, où on parle business, développement personnel, avec bienveillance. Nous mettons en lumière des personnes aux histoires inspirantes. Comme aujourd'hui, nous avons Stéphane comme invité, qui maîtrise aussi bien les armes que les aiguilles de tatou. Stéphane, merci de nous rejoindre pour ce podcast. Écoute, merci à toi pour l'invitation et c'est avec plaisir que je vais répondre à toutes tes questions aujourd'hui. Et j'en doute pas. Pour commencer, comme le veut la tradition, il y a quelques jours, je t'ai envoyé une citation. Ouais. Est-ce que tu peux nous lire cette citation et nous dire sûr. à quoi elle te fait penser et ce qu'elle t'évoque? Alors, tu m'as envoyé, ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile, le vent est le même pour tous. Et j'ai fait exprès de ne pas réfléchir de trop sur la citation pour répondre le plus spontanément possible. Et le premier mot qui m'est venu quand j'ai lu pour la première fois, c'était la volonté. En fait, quand on a la volonté de faire et d'entreprendre soi-même, on n'a pas besoin de suivre le courant pour pouvoir le faire en fait. On traverse sans doute des temps difficiles, des épreuves ou autres, mais il suffit d'avoir de la volonté pour pouvoir y arriver. Du temps, de la patience, et un peu comme tout le monde, comme dans ton parcours ou dans le parcours de chacun qui est ici. Ça prend du temps, mais au final, on récoltera ce que l'on sème. Mais si on s'aime bien, on récoltera bien. Donc la volonté et la détermination. Exactement. Les clés essentielles pour un bon militaire? Bon militaire, je ne sais pas, parce que ça veut dire que je me qualifierais moi-même de bon militaire. Donc ça, c'est avec ceux à qui j'ai travaillé de le qualifier. Mais de moi-même, c'est un peu l'éducation aussi que j'ai eue. Ouais. Ma mère m'a toujours dit tu récoltes ce que tu sèmes, donc choisis bien ce que tu veux semer. Donc voilà, ça part sur ça. Sur ta citation que tu nous as redonnée, je vais t'en redonner une autre. Je n'avais pas l'habitude de le faire, mais allez, la deuxième. Soyons fous. Allez. Tu parles de récolte. Ouais. Moi, je dis souvent, ne regarde pas ce que tu as récolté aujourd'hui, mais regarde plutôt ce que tu as semé. Ok. Mais ça, c'est encore plus vaste. C'est encore plus vaste. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, comme je reviens sur le fait, c'est à toi de choisir ce que tu as voulu semer. Et après, forcément, si ce que tu as récolté ne te plaît pas, c'est que tu as fait des erreurs, mais tu apprendras de tes erreurs et forcément, tu changeras ce que tu voudras semer. Et en fait, c'est comme on a dit, le parcours, il est long, le chemin, il est long. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on évolue dans la vie et on devient la personne à l'instant T qu'on est. Et c'est notre parcours qui l'influence, en fait. Notre éducation, ça commence par nos parents. Notre niveau de vie, notre classe sociale, malheureusement, et ça y joue, c'est un cliché, mais il est vrai. Et nos choix personnels et de nos erreurs, tout simplement. Super. En fait, on a beaucoup échangé avant le podcast. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a une vision commune. Bon, déjà des phases de la vie qui sont un peu similaires. J'aimerais que tu te présentes très rapidement à nos auditeurs. Oui, bien sûr. De manière très succincte. De toute manière, on va développer tout au long de ce podcast. Ok. Écoutez, je m'appelle Stéphane, j'ai 25 ans, je suis un ancien militaire en reconversion dans le milieu du tatouage. Pragmatique, efficace, simple, efficace. clair, comme un bon militaire. C'est carré. Hein. Super, je te remercie. Pour commencer, j'aimerais en apprendre un peu plus sur toi, sur ta jeunesse, sur ton parcours, on va dire, scolaire, d'enfant, d'adolescent, et ce qui t'a emmené à choisir ce métier de militaire. Ok, c'est-à-dire que tu veux que je commence, c'est-à-dire vraiment ma scolarité enfance. Voilà, comment t'étais comme enfant, de quelle classe sociale, comment t'en es venu à choisir cette vie de militaire et t'engager au sein de la Marine nationale? Alors, sur la partie enfance, j'ai eu une enfance relativement simple, comme la plupart des gens. Je suis issu de classe moyenne, de revenus très modestes de mes parents, etc. Une très bonne éducation avec beaucoup de valeurs. Ça, c'était important pour mes parents, le respect des anciens, etc. Et ça, je leur en remercie parce que je suis en train de reproduire ça avec mon fils aujourd'hui. Enfance et scolarité très simple. J'étais très bon à l'école jusqu'à mes accidents, on en a déjà parlé. Et en final, j'ai voulu m'orienter dans le milieu de l'art, etc. Ce qui, aux yeux de mon père, qui est un ancien, n'était pas valable et viable. Et je reviens sur la citation « récolte ce que l'on sème ». Pour la première fois, j'ai décidé de choisir moi-même mon propre parcours. Et j'ai décidé, après le refus de mon père du non pour l'art, d'ouvrir les portes d'un CIRFA et de m'engager en tant que fusil marin. D'accord. Ça a été une réaction et une décision spontanée ou il y a eu une longue réflexion avant de vouloir t'engager? Il n'y a pas eu une longue réflexion parce que en fait, ma scolarité à partir de la terminale a été très compliquée parce qu'en seconde, j'ai eu un premier accident de la route relativement grave, ainsi qu'un deuxième en terminale grave aussi. Ce qui fait que j'avais un peu lâché les études parce que quand on a 15 ans, 16 ans, on ne pense pas vivre ce genre de choses. Et j'avais pris conscience une première fois que la vie peut être courte et que si on n'en profitait pas au maximum, ce serait dommage.
Chose que j'ai fait, du coup, j'ai délaissé les cours parce que pour moi, en fait, c'est pas nécessaire ce qu'on nous apprend au jour d'aujourd'hui, c'est pas la vie de tous les jours. Il y a des choses qui servent et d'autres non. Et quand j'ai proposé le parcours que je voulais soumettre à mes parents ne leur plaisait pas, du moins à mon père, qu'il fallait que je gagne ma vie parce que j'étais enfin majeur, j'ai décidé de prendre cette voie-là parce que de base, je viens d'issue de famille militaire, que j'ai toujours un peu idolâtré mon grand-père, qui a toujours été dans la marine, etc. Et j'avais envie un peu de me challenger, entre guillemets. Donc j'ai pris la voie la plus compliquée, entre guillemets, dans la marine, qui est les fusils marins, qui après emmènent au stage, etc. Et du coup, j'ai poussé les portes à 18 ans Ok. et j'ai pris ce choix-là. Tu as parlé, est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs les accidents que tu as rencontrés Oui, bien sûr. et du coup, ce que ça a engendré sur la suite, la force que ça t'a demandé pour poursuivre. Ouais, c'était super compliqué parce que en fait, j'étais en seconde, je venais d'arriver au lycée. Donc une belle transition quand même, collège-lycée, où on arrive chez les grands, entre guillemets. Et en plus, j'étais rentré dans un format qui était sous dossier. Du moins, c'était nécessaire. Donc j'avais postulé, j'avais réussi à avoir ma place dans ce milieu-là. C'était en STD2A à Toulon, à Rouvière, pour les gens qui s'intéressent. Et en fait, on commençait l'année et j'ai eu un gros accident de la route en allant au sport, comme tous les jeunes de notre âge, on va au sport. Et j'ai fait un frontal avec un 4x4 alors que j'étais en moto. Donc j'étais dans le coma pendant 1 heure, j'ai eu 6 traumatismes crâniens, poumons perforés. Voilà, j'étais en pronostic vital engagé, je devais me faire élitreiller, je n'ai pas pu parce que la zone ne le permettait pas, c'était dans un col de montagne. Donc ça a engendré quand même une longue période d'arrêt, une partie en fauteuil roulant, j'avais 10 fractures aux mains. Bon, c'est pas comme ça qu'on imagine, je pense, commencer sa scolarité dans un lycée. Et après, bon, déjà, quand le lycée en lui-même dit que si on revient pas en début d'année, ce qui est compréhensible, il donne la place à quelqu'un derrière soi qui était un peu méritant aussi, je me suis levé du fauteuil roulant, j'ai pris mes béquilles et puis j'ai commencé, quoi. Il fallait commencer par là. Et le deuxième en terminale, donc j'étais en fin d'études, parce qu'après le bac, je ne savais pas ce que je voulais faire et sincèrement, ça débouchait pas à grand-chose qui ne me plaisait du moins. J'ai eu un deuxième accident de moto et cette fois-ci avec mon père. Donc là aussi, j'en reviendrai parce que j'ai eu une relation pas facile avec mon père, mais voilà, ça c'est propre à chacun. Et ça nous a vachement rapprochés parce que je lui ai entre guillemets sauvé la vie. Mais encore une fois, ça a appuyé sur le fait que pour moi, les études, pour mon cas personnel, bien je le précise, ne servaient pas à grand-chose et que je voulais voir vraiment le monde extérieur, quoi. Donc ça commence à se renforcer dans le fait de vouloir quelque chose de concret où on a besoin de soi, on a des directives, des tâches à accomplir, les faire bien et c'est reconnu à sa juste valeur parce que c'est nous qui les faisons, quoi. Voilà. Alors, on part quand même de quelqu'un qui a eu des gros accidents de la route, qui a été dans un état de coma, multiples fractures. Où as-tu puisé cette force de te relever et d'avancer et au final même d'aller chercher un métier des armes qui est quand même hyper prenant physiquement. Faut que, surtout par rapport à ta spécialité, donc chez Fusilier Commando, il faut quand même des aptitudes physiques. Alors, je dirais pas jusqu'à hors du commun, mais quand même au-dessus de la moyenne. Et là, on passe d'un extrême à l'autre. Pour la petite anecdote, j'ai menti. Pour mon dossier médical, je n'ai strictement rien donné à l'armée en leur disant que je n'avais strictement rien eu, hormis les 2 cicatrices que j'ai au poignet. C'était mes broches et je leur ai dit que j'étais tombé en skate plus jeune. Parce que je savais pertinemment que si je présentais mon dossier médical, j'aurais été recalé. Parce que investir sur une personne, parce qu'une formation se paye, donc voilà. Sur quelqu'un qui n'est pas viable dès le début, ils prennent pas le risque, entre guillemets. Donc j'ai menti. Et d'un côté, j'ai voulu me challenger après les accidents, de me dire de quoi je suis capable aussi, en fait. J'ai toujours aimé le challenge et le goût alors c'est un peu cliché du garçon, mais de se dire de quoi on est capable et j'ai voulu me challenger. Et pour puiser la force de où est-ce que je l'ai puisé, comme tu m'as posé comme question, ma famille. Ta famille ? Ouais. Je me sentais un peu comme un fardeau, en fait. C'est dur parce que je suis pas fils unique, donc j'ai une petite sœur. On est mineurs tous les deux à cette époque. Donc forcément, l'attention se braque sur l'enfant qui est à l'hôpital. Je suis pas resté longtemps, mais à la maison, c'était beaucoup de temps de pris, etc. Donc d'être le moins lourd possible. Surtout qu'en plus, à savoir que quand on a des traumatismes crâniens ou des pétichis, c'est des saignements au cerveau, comme j'ai eu, etc., on peut changer un peu, pas de mentalité, mais de comportement. Et moi, j'étais devenu un peu colérique à l'époque. Donc ça m'a apporté quelques événements ou quelques façons de réagir et d'agir qui, avec du recul, n'est pas moi-même. Et je m'en voudrais toute ma vie, mais ouais, sur l'introspection que j'ai fait, d'être fort pour ceux qui
ont rien demandé et Mm. soulager le fardeau que j'étais à cette époque-là, quoi. Pour toi, c'est devenu une force, ce passage de ta vie? Ouais, parce qu'au final, je sais pas si là maintenant je le vivrais la même chose, enfin, ou si je le ressentirais pareil. Et puis de toute façon, c'est comme on disait, c'est ce qui nous a forgés. Donc moi, ça m'a mis le pied à l'étrier de suite, quoi. La vie, elle est pas simple. Je le savais de par avant parce que bon, les maladies, les choses qui arrivent dans la famille, dans les uns, les autres, on a à peu près tous les mêmes trucs qu'on vit. Mais si d'autres personnes qui nous ont montré l'exemple à travers la maladie ont réussi, ont pas baissé les bras, pourquoi moi-même je le ferais, quoi. Ok. Tu t'es servi de cette force, de ces capacités pendant ton passage à l'armée? Ouais, carrément. Bah, en fait, comme je t'ai dit, j'ai menti à l'armée. Donc j'ai fait mes premiers tests, les cardiogrammes, ils ont regardé un peu tout et rien, et c'est passé entre guillemets pas simplement parce que comme d'hab on s'entraîne, les tests psy et tout, pareil. Mais cette fierté de dire qu'en fait on reçoit l'appel quelques mois après parce qu'on fait les tests, on descend, on a la période d'attente qui est relativement longue. Moi c'était long, 4 ou 5 mois avant qu'ils me disent oui. Et en fait, bah, tu reçois l'appel du CIRFA et tu as la consécration de dire bah, tu as été retenu, tu as fait tes tests physiques, médicaux, tu es monté à Lorient une semaine, tu as réussi. Ouais, c'est cool. C'est secret les tests? Comment ça Non, c'est fonctionne pas vraiment? secret. Bah, en fait, t'as pompe, traction, squat, piscine, t'as les 4 km, t'as le Vaméval. C'est des trucs lambda, mais pour quelqu'un qui sort d'école, bah, qui a vécu comme un jeune, c'est-à-dire qui faisait l'apéro, qui fumait, qui rentre dans ça et qui au final qui réussit les tests, entre guillemets, c'était une première petite victoire, quoi. Ok. Tu t'étais préparé toi pour ces tests? Légèrement. Je pensais pas que c'était pas autant complexe dès le début, mais par exemple, l'épreuve la plus compliquée pour moi, c'était la marche de 4. On avait la musette avec 4 kilos de sable dedans. Et je pensais pas que déjà courir avec un sac branlant, parce que les musettes à l'époque, c'était les sacs de la préhistoire, quand même. Donc ça bouge partout, faut se tenir, et on a 4 kilos de sable qui sont mis à la pelle. Donc il y en a, ils en avaient 6, il y en avait, c'était vraiment à C'est l'ancienne. un peu aléatoire. C'était vraiment aléatoire. Ils envoyaient les sacs comme ça, il fallait se préparer. Donc, moi, j'avais un sac, c'était horrible. La lanière, je sais qu'à la gauche, là, elle était branlante, c'était horrible. Et au final, j'étais pas loin parce qu'il fallait les faire en dessous de 20 minutes, moi, à l'époque. Et je crois que j'étais à 19, 19,30, 19,40, quoi. J'étais Ok. vraiment borderline, quoi. Ok. Mais je suis passé et j'ai été retenu. Donc, le côté psy, les tests psy, etc. D'ailleurs, qui ont été très courts, donc je pensais pas à passer. Mais en fait, c'est passé, quoi. Donc on arrive à la consécration. Ouais, Enfin, la c'est- consécration, la première consécration. de rentrer Tu dans es l'armée, retenu. ouais. Et comment ça se passe ton entrée dans le monde militaire? Bah, c'est assez compliqué parce que on est jeune adulte, on a 18-19 ans. J'ai fêté mes 19 à l'armée, donc un mois après être rentré, donc j'avais vraiment 18 ans. Et en fait, déjà le départ du foyer familial de manière autonome, c'est assez délicat. C'est-à-dire on prend les affaires, on prend un sac, une petite liste de ce qu'ils te donnent et tu traverses la France en train et tu te dis maintenant je suis seul face à moi-même. Et surtout qu'ils disaient qu'en fait si on faisait pas l'affaire, on redescendait tout simplement, quoi. Et bah, je suis jamais redescendu, j'ai été jusqu'au bout et j'ai eu, après moult épreuves, mon brevet et j'étais content, quoi. C'était compliqué. C'est quoi? C'était les classes, c'est ça? Ouais, la FI, formation initiale, les classes, ouais, D'accord. qui étaient C'était relativement compliqué. Tu peux nous partager un peu des moments, des anecdotes sur ta formation initiale? Ouais, bien sûr, bah, y a plein de choses bah, déjà qui sont retrouvables sur YouTube, etc., qui retracent un peu le parcours, la mythique cuve, la marche de 8, les choses comme ça. Mais ouais, pour moi, le plus compliqué, ça a été vraiment tout ce qui était topo. Parce que les instructeurs, vraiment, ils nous avaient dans le collimateur fort. Et ils nous faisaient des topos bien plus compliqués eux-mêmes le disaient. Donc, et les topos, hein, c'était une galère. Et pour une petite anecdote qui m'avait bien marqué, une fois, on avait perdu le point. On avait plusieurs points, on en avait retracé 4. Et on ne trouvait pas le 5e et on arrivait très très tard. Et au final, on avait pris un point stratégique avec une main courante à gauche au bord d'une rivière, etc. On a dit on va dormir un peu, on était vraiment fracassés. Et on avait mis une Volto par-dessus nous parce qu'on était trop morts. Et quand on s'est réveillé vite fait, parce qu'on avait mis sur les montres le petit bip, bah, on était sous le givre complet. Et on avait mis les chaussures parce qu'avec l'humidité des pieds, etc., on les avait enlevés pour que ça s'aère un peu. On avait du givre dans les chaussures. Et on avait 7 km à faire pour rejoindre le point d'extraction. Avec entre des guillemets. chaussures givrées. Ouais, avec le pare-balles, l'arme givrée, tout givré. Je marchais en canard, j'avais les pieds en sang, c'était horrible, quoi. Ouais. Mais on était 7 et on rigolait. On se disait, ouais, qu'est-ce qu'on est en train de foutre ici, quoi. Parce qu'avec du recul, s'ils te montrent tout, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'engageraient, quoi. Il y a une partie mystique, il y a une partie, en fait, c'est bête, mais t'es dans le moule. En fait, ils te cassent un petit peu et ils te disent maintenant, on va vous mouler à notre façon. Et d'un côté, je m'en suis rendu compte parce que quand je suis rentré, j'ai commencé en juillet, ils ont fermé l'école un mois parce que voilà, ils ferment, voilà. J'ai repris après, j'ai fini en décembre. Ah ben, franchement, je suis revenu dans le sud, j'étais tout en t-shirt, donc tout le monde me prenait pour un barjot, mais en fait, j'avais pas froid parce que j'étais à Lorient. Quand on faisait la cuve, l'eau, elle était à 6 degrés.
C'était pas du tout la même façon de vivre, quoi. Toi, maintenant qui est sorti de ce cursus militaire, il y a beaucoup de préjugés, stéréotypes sur les militaires. Ouais, c'est des mecs pas très intelligents, qui mangent que des pâtes, qui font beaucoup de sport, qui ont un vocabulaire très réduit. Ah, Est-ce que tu peux partager sur un peu, tu sais, le regard des gens extérieurs? On est dans une société où il y a beaucoup, maintenant on est beaucoup dans le jugement. Est-ce que tu peux nous partager sur justement ce jugement ou sur ces préjugés qu'il y a à l'égard des militaires? Ouais, bien sûr. Des exercices que j'ai fait, des missions, les déplacements que j'ai pu faire et les gens que j'ai pu côtoyer, c'est totalement faux. Des fois, on était avec des équipes parce qu'on n'est jamais tous en commun, hein. Sur les bases navales, c'est vachement grand, on est beaucoup. J'ai côtoyé des gens qui avaient des projets de vie qui étaient incroyables que moi-même, j'avais jamais pensé faire. Donc non, c'est un cliché d'avoir un manque de vocabulaire, d'avoir 2 neurones, un pour se lever, un pour pisser. Ouais, enfin non, c'est très limité, j'ai l'impression, et je pense que c'est ces gens-là en fait qui ont une vision très fermée et qui ne savent pas s'ouvrir. L'armée, c'est pas 3 pecnos qui font de la gonflette et qui savent couvrir. Il y a des spécialités dans l'armée que je n'ai jamais pu rentrer ou que je n'ai pas côtoyé, mais qui sont sportifs et qui ont un mental d'acier ou des façons de faire et des projets de vie incroyables. Ça veut rien dire. Selon toi, qu'est-ce que tu as appris dans ton cursus militaire qui est transposable dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires, et qui est une force de transposer ce que tu as appris, des valeurs que tu as pu accumuler, de l'expérience que tu as pu accumuler lors de ton passage militaire dans le monde de l'entrepreneuriat? À la rigueur, hein. De pas lâcher, hein. De pas compter ses heures, comme on a fait tous les deux, hein. Tu m'avais envoyé un message pour une activité que j'ai faite et que ça s'est fait sur l'instant T. Non, je dirais d'être sincère et de tenir parole. Ok. La valeur d'une parole vaut bien plus que certaines choses, Mm. j'ai l'impression. Et ça se démontre, hein, parce qu'au final, l'entrepreneuriat, comme on en parle et dans le mindset et tout, c'est bien d'avoir un historique de ce qu'on a fait, mais de tenir parole et d'être à l'heure, un instant T, de dire oui, je serai là tel jour, telle heure et que le travail soit bien fait derrière, au final, le bouche à oreille se met en place, d'être recommandé par les autres, et puis ça coule de source, quoi. Ouais, de faire ce qu'on dit Voilà. Ah ouais, et surtout de ça. tenir parole. Oui, de pas trop en faire, de pas surjouer surtout. Mm. De dire ça c'est pas dans mes cordes, ça il faudra plus de temps ou quoi, ou alors de tout accepter, de dire oui, au final d'en faire que la moitié ou mal fait. Au final c'est quelqu'un qui fera fait qu'une fois, quoi. Rester sincère, authentique. Ouais, simple aussi, ouais, Et, carrément. En ok. fait, dans ce milieu-là, en plus qui est cliché, parce que comme tout jeune loup qui rentre dans la bergerie, on bombe le torse, etc. Et bien sûr, tout le monde l'a connu, je pense. Mais au final, on a le cliché, nous les fuses, on était les gardiens de grillage. Et d'un côté, oui, ce qu'on vit à l'école, on est formé pour aller au stage co. Mais quand on est en unité, c'est bien plus laxiste et moins. Je parle de manière quotidienne et journalière, moins plus intense que ce que l'école, bien sûr. Donc au final, l'introspection, elle se fait toute seule, quoi. Ouais. Donc, pendant ton cursus militaire, comme tout militaire, Mm. ou une majorité, tu es parti à l'étranger. Ouais. Quelles expériences tu en ressors Qu'est-ce que ça t'a appris? Plein de choses. L'humilité, comme on en a parlé juste avant d'allumer les caméras. Notamment sur ma première mission en Afrique, on avait fait une corimbe où on a longé toute la côte. Une corimbe, tu peux expliquer c'est quoi une corimbe? En fait, pour on ceux qui était connaissent sur pas? un BPC, maintenant ça s'appelle un PHA, un porte-hélicoptère amphibie, et en fait, c'est du transport de fret, de marchandises, c'est aussi beaucoup pour se faire voir dans les eaux, ce qui est normal. Et en fait, on faisait 5 jours, 6 jours de mer, 2-3 jours d'escale. Et en fait, j'ai pu voir plein de cultures, plein de pays, plein de façons de faire. Et le côté occidental, tu as un point de comparatif. Et c'est assez flagrant marquant. Et comme je disais, je vais répéter ce que je dis tout à l'heure, mais on faisait une manœuvre en Zodiac où on était en bec de canard. C'est une formation où on est en triangle en fait, avec une pointe avant. Et en fait, il y avait le côté Afrique où il y avait building, et où c'était vraiment l'Afrique un peu riche, ok, le centre des affaires et tout. Et 200 mètres en contrebas, au bord de la berge, c'était un taudis, un bungalow où il y avait des familles, des enfants, des nourrissons qui se lavaient dedans. Et 20 mètres plus haut, il y avait des gens qui faisaient leurs besoins dedans. Donc moi, ça m'avait marqué, ouais, ce côté-là. Ça, c'est pour le côté humilité. Après, le côté un peu marquant, une fois, on est arrivé à Nouakchott. Mais je crois que tu connais en plus Nouakchott, non? Casablanca, Nouakchott, c'est vers là, au-dessus. Oui, ouais, c'est bon. Et Nouakchott, on était juste à quai, mais on pouvait pas sortir ni rien parce qu'on avait interdiction, c'était en rouge. Et on avait vu quelque chose flotter aux jumelles, en fait, c'était un cadavre. Et c'était la première fois, j'avais 19 ans, je vois ça, et je dis bon, quand même. Et en fait, c'était des pirates qui avaient attaqué quelqu'un et qui l'avaient dépouillé parce qu'il était complètement nu dans l'eau. Donc ils sont allés le repêcher, on a appelé les autorités, etc.
En fait, c'est un peu pas cliché, mais de dire, en fait, je pars en mission, déjà, je vois ça, alors que c'est censé être tranquille, parce que les missions, on tire, etc., c'est vraiment les forces spéciales, etc. Mais en fait, on peut voir de tout, et c'est ce qu'on voit, en fait. Ouais, ça remet en perspective la vie et Ouais, de dire qu'en comme fait, tu dis, l'introspection, et on relativise beaucoup. surtout que les façons de faire sont bien différentes. Mm. Par exemple, ici en France, on vole, on est jugé, condamné, ou voilà. Là-bas, il n'y a pas de. C'est vraiment à l'ancienne. J'ai envie de te voler, je te vole, je te tue. Ça peut le faire aussi, hein, mais en fait, c'est des cultures et il y a des choses qui sont bien plus simples, bien plus faciles dans leur pays, parce qu'en fait, ils se donnent, ils se partagent, ils se comptent pas, le souk, les marchés, enfin, ça s'interchange, c'était incroyable. Et il y a des façons de faire qui sont bien plus dures. La pauvreté, elle est bien plus dure qu'en France, même si en France, elle est très très dure aussi, attention. Mais on passe de blanc à noir, quoi. C'est un opposé, c'est le jour et la nuit, quoi. On prend une réalité vraiment frappante. Ah non, alors, pour avoir eu la chance, moi, et l'opportunité de beaucoup voyager à l'étranger à travers le domaine dans lequel on travaille, c'est une richesse, à mon sens, énorme culturelle de pouvoir voyager au quotidien. Ouais. Je sais pas si tu peux nous témoigner ou partager combien de pays tu as pu faire. Quel est le pays qui t'a le plus marqué? Le plus marqué, tout l'Afrique de l'Ouest que j'ai fait, comme je t'ai dit. Et après, on a fait des archipels où, par exemple, les autorités étaient un peu corrompues là-bas, donc il fallait qu'on sorte en treillis. Sinon, on aurait pu, parce qu'en tant que touristes, ils auraient pu nous prendre, etc. On sortait en treillis, donc déjà, on voit une facette de ces corrompus. L'Afrique, pour l'humilité, la pauvreté et le côté riche aussi. Et les taxis, je m'en souviendrai toujours, ils n'ont pas le permis, ils sont obligés de le payer, ils ont des trous au plancher, ils sont très croyants en plus, donc ils les taguent à l'homme Jésus dessus. Enfin, c'est assez fou. Après, je suis parti en Martinique ou dans les Antilles pour le Covid, opération résilience. Ça, c'était très long, mais parce qu'on n'a pas fait grand-chose, mais j'ai vu les îles, etc. Et pour soulager l'équipage, le Pacha, il avait donné 2 jours sur une île, une réserve naturelle protégée. Donc ça, c'était incroyable parce que j'ai pu m'accrocher à une tortue. Enfin, ça, c'est des images de ouf. Et après, j'avais fait un Médor où j'étais allé en Grèce, à Athènes, etc. Et Athènes, j'ai vachement adoré. D'accord. Surtout qu'en plus, il y avait la crise économique. Donc les gens, ils étaient revenus un peu aux sources, en fait, de beaucoup d'entraide, beaucoup de partage. On voyait que c'était revenu très, très humble, en fait. Il n'y avait pas de furiture. En fait, la richesse qui pervertit tout, quoi. Alors moi, j'ai une anecdote sur les taxis africains. J'étais parti un mois, c'était en Côte d'Ivoire. Et je prenais régulièrement le taxi pour me rendre à des endroits en ville. Et donc quand je sortais, il y avait toujours les taxis qui étaient devant. Donc tu l'appelles, tu lui dis ouais, je vais à tel endroit, il t'emmenait. Et un jour, donc ils se battent pour te prendre toi en. Ça, c'est vrai, ouais. Donc le gars, il me dit viens. Donc je monte dans son taxi et il me dit on va où? Je lui donne l'adresse. Il me dit ok, y a pas de problème. Il roule et puis au bout de 500 mètres, il me dit c'est où? Mais frérot, c'est toi le taxi, c'est pas. Il dit ah non, c'est celui de mon cousin, je le dépanne aujourd'hui. Okay. Mais bon, c'est rigolo, tu vois, c'est des trucs que tu peux vivre qu'à l'étranger, tu vois. Ah ouais, non, ça c'est clair. Ce genre de choses. C'est trop drôle. Moi, je lui avais demandé une fois parce que je trouvais qu'il roulait très très mal. Et je lui ai demandé s'il avait eu le permis. Il m'a dit oui. Je lui ai dit mais tu as passé un peu de conduite? Il dit non, j'ai payé 200 la monnaie locale et on me l'a donné. Ah bah ouais, du coup, je cherchais la ceinture. Le collègue derrière, il avait un trou dans le plancher parce qu'il sentait l'air. Il avait regardé, mais en fait, sous le tapis, il y avait un énorme trou. Il voyait la route, ça grillait les intersections. Ça, c'est incroyable, quoi. Et ils sont hyper croyants parce que les taxis, en plus, ils sont tout jeunes, comme ceux en Amérique, etc. Mais dessus, c'est marqué à la bombe. Il y a des colis partout. Ils sont hyper croyants. C'est super drôle, quoi. Ouais, non, mais c'est hyper enrichissant. C'est des expériences de vie qu'on ne peut vivre forcément qu'en voyageant. Oui. Et vous êtes les marins très réputés pour faire énormément de. J'attends le cliché là. Non, de. Comment ça s'appelle quand vous faites des arrêts dans différents pays. Ah, des escales. Des escales, voilà, ouais. Pardon. Vous êtes hyper connus, les marins, pour faire des escales assez intéressantes dans des pays franchement cool. J'avais discuté avec un marin aux États-Unis, Turquie, Chypre, dans des pays quand même sympas à visiter. Ouais. Et du coup, vous êtes en quartier libre et vous pouvez aller visiter et faire la fête. Ah oui, clairement, on va pas se mentir, ça c'est incroyable quand on a quartier libre. Pareil, on a des règles à respecter, hein, des horaires sur lesquels on doit rentrer impérativement. On a des devises en plus qu'on nous donne selon où est-ce qu'on est à échanger et qui sont déduits de notre salaire, etc. Donc ça, mais ouais, on a cette chance
que quand on n'a pas d'exercice ou pas d'impératif, on peut profiter pleinement et c'est ce qui fait qu'on a des souvenirs et on a cette richesse en plus comparé à d'autres où dans la mission on peut avoir des coupures et des moments à nous-mêmes, ne serait-ce que pour donner des nouvelles à la famille, aller dans des bars, demander le wifi, enfin, c'est des privilèges qu'on ne se rend pas compte. Et ouais, moi je me souviendrai toujours à Athènes, on a fait des bringues ou au retour de la première mission à Cadix en Espagne, on a fait des bringues mémorables qui n'étaient même pas prévues et le Pacha il était tellement content de nous, il nous l'a rajouté. Et c'était anthologique, il y avait France 2, au final ils n'ont jamais sorti le reportage parce que ouais, ça sera peut-être coupé au montage parce que le bateau il était cuit quoi. Ouais, c'était trop. Tout le bateau était C'était cuit. trop. Ah ouais. D'accord. Il y avait une star, il y avait Cancun, voilà, ça reste si vous voulez le mettre et tout, qui avait tiré, elle voulait voir, etc. C'était un C'était qui sketch quoi. Cancun ou je sais pas quoi. C'était une femme de la télé-réalité connue, elle passait sur France 2 et en fait elle tirait à l'USP au 9 mm. Et une fois que le coup est parti, elle a lâché l'arme. Enfin, c'était un sketch devant tout le monde. Et nous, on était rentrés à 5h du matin pour un appel à 6h. Mais on avait tous 15 grammes. Tout le bateau avait fait la fête. Même le Pacha, il avait fait la fête. Il était avec nous. Enfin, c'était très, très drôle. Et au final, les caméras, je me souviendrai toujours parce que quand, à l'appel, dans le bateau, on était tous ensemble, les caméras se sont tournées. Et selon les gens qui jugeaient un peu trop sous, ils levaient la caméra en l'air. Au final, je l'ai jamais vu ce reportage. Donc, à mon avis, il est jamais sorti, quoi. Pour terminer sur cette partie cursus militaire actif, on parle des escales et tout ça, mais est-ce que c'est comment tu le vis de rester toujours cette veille opérationnelle? Parce que même, je suppose, le week-end, quand tu es à la maison, tu as toujours ces sens qui sont en alerte, non? En fait, moi, j'étais spécialisé maître chien. Donc, en fait, on avait des astreintes quand on était de service ou non. Et souvent, le week-end, en fait, on était rappelé pour nettoyer toutes les courettes des chiens, les nourrir, etc. Après, des fois, on avait des week-ends où on faisait strictement rien. Et en fait, c'est des week-ends où on savait qu'on n'allait même pas nous appeler. Donc, on en profite pleinement. Mais Ok. souvent, quand on est d'astreinte, en fait, on est quand même à fond dans le taf. Parce qu'on doit se lever à. Enfin, on peut pas faire la bringue la veille parce qu'à 9h, il faut y être jusqu'à 11h. Il faut nourrir les chiens. Il faut revenir à 16h. En plus, moi, j'étais pas prêt. J'avais une demi-heure de route à chaque fois. Tu profites pas pleinement de ton week-end, mais bon, c'est des choix qu'on a fait en signant, c'est des obligations que nos gradés nous ont données. On les respecte du mieux qu'on peut et puis on fait le travail, quoi, tout simplement. Ok. Ouais. Dans ton cursus, donc après, tu es arrivé à la reconversion pour basculer en tant que tatoueur. Ok, ouais. J'aimerais que tu nous partages un peu comment ça s'est déroulé ta reconversion, donner des conseils à nos auditeurs. Moi, la vision que j'ai, bah voilà, un militaire, c'est très encadré. Tu sais, comme on a échangé tout à l'heure, à tous les 25 du mois, tu as ton salaire qui tombe. Ah ouais. On a déjà des gens dans le civil qui, le fait déjà de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est assez compliqué. Mais là, on a mis, pour resituer, donc une personne qui est dans un cadre très structuré où tout est automatisé, où tu es accompagné sur toutes tes démarches administratives quasiment. Tu sais que tu as une sécurité de l'emploi, ah oui, tu as quand même une grosse sécurité. Et de là, toi, tu as pris la décision, au-delà de partir en reconversion, de quitter ce carcan, mais carrément de quitter pour devenir entrepreneur. Et là, on est passé, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, d'un extrême à l'autre. Jour-nuit, hein, encore une fois. En fait, de base, ma reconversion, elle n'a pas été uniquement pour, de mon côté, je me suis blessé en mission. J'ai dû être rapatrié. J'étais au Moyen-Orient à Abu Dhabi et je me suis fait les ligaments croisés. Ce qui m'a valu une première opération avec des complications, avec un chirurgien qui ne voyait pas et qui se prétendait bon dans le domaine, que je ne citerai pas. Ce qui m'a valu 1 an plus tard une deuxième opération. Donc forcément, j'étais encore d'actif, mais j'étais au dépôt, ce qu'on appelle. C'est le personnel blessé, en réinsertion, ils attendent pour récupérer les aptitudes et tout. Et j'ai appris pendant cette période-là, déjà, que quand on était un peu mis de côté, on n'était pas forcément toujours bien vu, déjà premièrement, et on ne prenait pas des nouvelles, alors que ça faisait 6 ans, entre guillemets, qu'on donnait, voilà. Et j'ai appris en même temps que j'allais devenir papa. Donc forcément, ça remet les perspectives en place. Et j'ai décidé de vouloir voir mon fils grandir. Et je me suis dit, j'ai 24-25 ans. Si je me lance pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. Et donc en fait, j'ai pris entre guillemets mon courage à deux mains et j'ai dit feu. De toute façon, si je le fais pas maintenant, c'est pas à 35, c'est pas à 40 que je le ferai. Et que si je dois me retourner, surtout, que j'ai l'âge pour et qu'on veuille encore miser sur moi, quoi. Mais du coup, je l'ai fait. Ça revient encore en bas. Si je suis ton cursus, tu as eu ces accidents graves
Mm. de la route, tu as puisé dans une force mentale, physique, pour après intégrer l'armée. Et là, tu as été chercher quelle force pour, encore une fois, passer de la sécurité de l'emploi à une insécurité, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'insécurité totale. Carrément. Voilà. Comment tu as été chercher? Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce qu'il y a des services qui sont dédiés pour accompagner les militaires qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors ça, je voulais en parler. Ouais, on a Défense Mobilité, etc. Où on peut prendre rendez-vous. On a plein de démarches sur lesquelles on propose, nous, ce qu'on aimerait faire. Ils nous trouvent des formations si oui ou non. Pour la petite anecdote, je leur ai proposé un chef d'entreprise qui était promesse d'embauche signée, du personnel déjà employé par lui, qui me connaissait d'avant, etc., où j'étais appuyé sur ma candidature. Et Marine Mobilité m'a dit ah bah non, en fait, ça, c'est pas possible. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils nous ont dit bah c'est comme ça. Donc j'ai vite compris que, à part des formations très lambda, c'est-à-dire comme le PL, qui est très important, hein, et que voilà, j'aurais pu demander ou autre, ben, on n'allait pas vraiment au fond de ce qu'on aimerait pouvoir faire si on voulait le faire, sur un point précis, sur un domaine précis ou un métier précis. Donc au final, je leur ai clairement dit que ben, je comptais pas sur eux et que je faisais tout de mon côté de moi-même. Et voilà. Parce qu'au final, ils m'ont dit, si vous voulez, on vous aide pour une lettre de motivation. Bon, il y a mieux, je pense. Donc j'ai pas voulu perdre mon temps à me redéplacer et faire de la route pour des rendez-vous. Donc j'ai été appuyé déjà par ma famille, comme d'habitude, hein, qui soutiennent parce qu'ils savaient que je dessinais, que sur mon temps libre je tatouais, etc. Des amis et autres. Et après, c'est soi-même avec soi-même de se dire, est-ce qu'on se sent prêt? Il y a un enfant qui arrive, forcément il faut l'assumer, etc. Et après, on saute, hein. On saute dans le vide, on voit comment ça se passe, on se structure, parce que tu parlais de structure à l'armée, etc. En fait, nous, on se crée notre propre structure. C'est-à-dire, on fait les démarches on cherche, on démarche, on s'entoure plus ou moins bien. Et puis après, on n'attend pas que les bras croisés, on continue de jour en jour à essayer d'améliorer, de faire croître un peu ce qu'on a envie de créer. Et après, on fait le bilan tous les 6 mois, tous les mois. Et après, on vit un peu du jour au lendemain. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est du jour au lendemain, on a des imprévus et il faut vivre avec, mais on voit sur le long terme, forcément. Quel est le conseil que tu pourrais donner à un militaire qui souhaite passer à l'action, qui n'ose pas, qui a peur? Bon, de ce que j'ai compris, de ne pas se rapprocher de Défense Mobilité. Ah ouais, ça c'est après ça c'est mon cas personnel, mais bizarrement mais comme tu as pu voir mon post sur lequel on m'a identifié sur Instagram, des militaires en reconversion et qui ont fait un post sur moi. Dans les commentaires, si tu peux regarder, il y a plusieurs personnes qui disent de toute façon il faut pas compter sur eux, ça ne sert pas à grand chose. Malheureusement, je parle de mon cas personnel, je dis pas que sur d'autres ça n'a pas réussi ou pas fonctionné, mais j'ai l'impression que sur une majorité de personnes c'est le cas. Après, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous avez qu'une vie, quoi. Et pour failli de l'avoir perdu 2 fois, avec les 2 gros accidents que j'ai eus, et faut pas hésiter, quoi. On n'a qu'une vie, si on la vit pas pleinement, c'est pas à 65 ans en ayant des regrets et des remords que ce sera le temps de le faire, quoi. Moi, c'est ce que ma mère m'a toujours dit. D'ailleurs, c'est celle qui m'a forgé de A à Z avec mon père, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Vivre avec des regrets et des remords, c'est une vie un peu gâchée, quoi. Et si tu avais un conseil à donner à toi, Stephen, à 17 ans, ce serait lequel? Heureusement que tu as fait l'armée, quoi. Parce que d'un côté, ça m'a structuré vraiment. Je suis passé de jeune adulte à adulte concrètement. Parce que quand je fais un point de comparatif avec mes connaissances, d'anciens amis, etc., je reste quand même. Je suis pas dans le flou, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir investir, d'avoir un bien relativement jeune. Donc ça, c'est toujours plaisant et c'est un pied à l'étrier, etc. Ça, c'est super cool. Et puis même la rigueur, le respect, enfin tout a été multiplié dans le bon sens en fait. Et j'étais un petit con parce que comme je disais, avec les traumatismes crâniens et tout, je suis devenu colérique, etc. Ouais, ça m'a recadré de suite, hein. Les instructeurs, ils n'hésitaient pas à jouer de la main comme on dit. Et 1, 2, bon, je rentre dans le moule, je me fais tout petit. Et comme ma mère, elle m'a dit, en partant, t'es parti en petit garçon, t'es revenu en homme. Et ça, belle citation. Voilà, et en 6 mois, ça m'a mis une claque parce que moi, je le voyais pas de moi-même. Parce que là-bas, on me disait de faire quelque chose, je le faisais. Mais sur des petites actions toutes bêtes d'une mère avec son fils, c'est-à-dire d'aider sans rien demander,
faire service, ne pas compter ses heures, voilà, c'est des trucs tout lambda, mais en fait, c'est ça être adulte et avoir des responsabilités, des tâches à assumer et de le faire et bien. Voilà. Par rapport au... Du coup, on va revenir sur le monde du tatou. Ok. On a eu la chance de recevoir Valentin, que tu connais très bien, un barbier. Mon témoin de mariage, hein, du coup. Ouais, tu vois. Voilà. Comme quoi, le monde, Pour il est la petit. petite encore anecdote, mon témoin de mariage. Il nous partageait que des fois, une coupe de cheveux, ça pendant la demi-heure, l'heure où la personne se faisait couper, il oubliait tous ses problèmes, ça lui redonnait le sourire. Toi, à travers le tatou, les clients que tu as, est-ce que tu as aussi ce sentiment de changer quelque chose dans leur vie, de participer à leur histoire en fait? Parce que souvent sur les tatous, alors tu pourras nous donner ton avis et les différents tatous que tu fais. Certains tatous, ils correspondent à une personnalité. On avait un débat la dernière fois avec un ami qui nous disait que voilà, dis-moi quelle est ta voiture, je te dirai ton prénom et quel type de personne tu es. Oui. Voilà, si tu peux nous partager un peu dessus. Moi, je dirais que c'est comme c'est une prestation, comme on parle vulgairement parlant, mais c'est un échange, c'est un partage. On a différents types de tatoueurs. Moi, ce que je dis, il y en a qui mettent les écouteurs et qui font leur travail, mais qui le font très bien, attention, hein, et qui sont renommés mondialement. Moi, je suis plus dans l'échange comme Val, qui travaille très très bien et que je salue. C'est un de mes meilleurs potes. Mais le fait de prendre en considération que la personne vient, te démarche, te remet ton projet, et donc ça lui tient à cœur entre les mains, que tu prends le temps d'échanger avec elle, au final, des fois, c'est plus que des connaissances, ça devient même des amis parfois. Et de les voir partir avec un sourire, parce que ça peut être un moment marquant de leur vie, une blague, juste de l'esthétique, cacher une cicatrice ou quoi, et d'y arriver et qu'il te serre la main, il te donne un pourboire, il t'invite à boire une bière, bah, c'est la consécration, quoi. Et c'est comme Val, en fait, c'est du relationnel, c'est un échange, un partage, c'est des blagues, un sourire échangé, c'est des amitiés qui se créent. Moi, je trouve que c'est un beau métier, rien que pour ça, quoi. Tu te considères comme un artiste ou un tatoueur ou une autre phase de ce métier? Moi, j'ai pas envie de me catégoriser moi-même parce que c'est assez délicat de se catégoriser soi-même. Après, c'est les gens qui disent ce que tu es. C'est comme un coiffeur qui dit moi, je suis artiste. Il y en a qui vont dire c'est un simple coiffeur. D'autres vont dire c'est un barbier. Et il y en a, ils vont dire c'est un artiste lui-même parce qu'il fait des coupes de fou, il gagne des concours. Je pense que c'est propre aux gens avec qui tu travailles ou que tu côtoies ou même tes propres clients qui te définissent en fait. C'est comme si de soi-même, toi, comme tout le monde et tout, on se qualifie de bons patrons, de bons... En fait, non, c'est les gens que tu côtoies ou tes propres employés qui disent bah oui, c'est un bon patron, quoi. Un grand homme, une fois, a dit le Graal dans l'entrepreneuriat, c'est la notoriété, en fait. C'est ce que les gens pensent de toi. D'ailleurs, je le salue. Voilà, le Graal, c'est ça, c'est la notoriété, la légitimité que tu obtiens à travers ce que les gens pensent de toi. Mais je suis entièrement d'accord. Et on en revient au fait que le bouche à oreille, quoi. C'est très facile de faire couler quelqu'un ou de se faire couler parce que on n'est pas carré ou on n'est pas professionnel ou autre. Et c'est très facile Enfin, très facile, c'est bien plus difficile, mais c'est facile aussi du bouche à oreille quand il est bien fait, bien exécuté sur le long terme, de faire croître une entreprise, une personne et de cette notoriété-là, quoi. Il y a beaucoup de tatoués, il y a beaucoup de tatoueurs. Comment toi, et quel est le conseil que tu donnerais à nos auditeurs en tant que... Bah voilà, pour un jeune tatoueur, comment il se situe aujourd'hui pour monter son salon et comment surtout se différencier par rapport à tous les tatoueurs qu'il y a déjà en place? Je dirais que c'est assez compliqué parce que c'est un métier qui est quand même assez saturé. De part avec le Covid et autres, les gens ils voulaient s'acheter des machines sur Internet, faire et tout, etc. Moi, j'ai pas suivi le cursus classique d'un apprentissage chez un ancien. J'ai appris en autodidacte de A à Z, donc je serais assez... je parlerai que de mon expérience propre et de dire qu'en fait, il faut démarcher les salons, ne pas hésiter à se prendre des refus, améliorer son book. Une fois qu'on a la chance d'avoir un oui, de rien lâcher, de ne pas compter ses heures, d'apprendre de ses erreurs. Malheureusement, c'est ça le monde du tatouage. On peut apprendre sur des peaux synthétiques, mais forcément, au tout début, on ne fera pas les plus belles choses et les plus belles réalisations sur les personnes. Et persévérer, parce qu'au final, je parlais avec une artiste, Pika, que je salue, et qui disait qu'il y aura du travail pour tout le monde, et il y en aura toujours pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont la régularité, la patience et l'écoute des clients. Et ça, c'est important.
Ouais, dans vos domaines d'activité, je pense, hein, tu me contrediras si tu le souhaites, c'est la régularité justement qui est difficile. Faire un beau, c'est comme faire une belle coupe de cheveux. Faire un beau tatou, c'est possible. Oui. Mais faire des beaux tatous tout le temps, Ah, c'est compliqué. Ben, il y a la fatigue oculaire, je dis une bêtise, mais on a une journée full, ou 3-4 jours qui sont full. Le premier de la matinée, ça va, on est frais. Après, il y a la fatigue qui se présente, le mal de dos, ça dépend si le projet est plus complexe l'après-midi, ça dépend de tout. Alors oui, sur la régularité, c'est plus compliqué à tenir, oui, forcément. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se faire tatouer? De venir du coup tôt le matin pour que le tatoueur soit frais? Non, tout simplement d'avoir un regard bien assidu sur la qualité du tatouage, des dessins, la régularité, de ne pas hésiter à poser des questions, à se cultiver sur la personne, de voir ce qu'il pratique, dans quel domaine, depuis combien de temps. Voilà, de faire ses propres recherches et d'être vraiment intéressé, parce que c'est facile d'aller dans notre propre village ou dans le patelin dans lequel on habite, de démarcher le premier tatoueur, de donner le billet et de ressortir. Moi, je sais que de moi-même, ça me gênerait pas de traverser la France pour me faire piquer par des artistes que je connais et que ça reste à vie, quoi. Donc, Et justement, tu dis ça reste à vie. Pour avoir échangé avec différents barbiers ou coiffeurs, bon, tu rates une coupe, ça arrive à tous de rater. Voilà, tu n'es pas frais, tu te foires sur une coupe. Ça repousse les cheveux. Ah ouais. Tu te foires sur un tatou, comment tu le vis? Dur, parce que en plus de par le passé militaire, etc., je suis très dur avec moi-même. C'est-à-dire que moi, tout le monde va me dire que c'est incroyable et que c'est bien ce que j'ai fait, et que moi, je vais dire, ah, mais là, il y a ce trait là, il y a ce truc. Et je pense que chaque artiste est comme ça. Chaque tatoueur est comme ça, du moins ceux qui veulent évoluer et qui sont vraiment présents, parce que les gens qui qui le font de manière occasionnelle ou pour le plaisir, voilà. Mais je pense même que c'est nécessaire en fait d'avoir cette dureté avec soi-même, sans trop qu'elle soit malsaine et qu'elle te ronge au quotidien. Mais en fait, comme dans l'entrepreneuriat, de vouloir être dur avec soi-même, c'est se donner des objectifs. Se donner des objectifs, c'est de s'améliorer. Ok, se remettre en question. Ah ouais, perpétuel, bah oui. Perpétuel. En fait, se reposer sur les acquis. Par exemple, quelqu'un qui s'installe où il n'y a pas de concurrence à côté, il démarche et il chope le marché. C'est un fait, c'est bien. Il a un concurrent, 2 concurrents, 3 concurrents qui arrivent. Ça reste le taulier parce qu'il a été en premier à démarcher les gens. Mais une fois que les premières personnes, parce qu'ils sont planifiés plein ou quoi, vont ailleurs et qu'ils trouvent que c'est mieux ailleurs, s'il reste sur ses acquis, il va tout perdre, quoi. Bien sûr. Et malheureusement, si on se remet pas en question ou qu'on fait pas une introspection sur soi-même, sur son taf, etc., forcément, ça évolue pas, quoi. Et toi, c'était déjà arrivé de foirer complètement un tatou? Non. Non? En vrai, j'ai eu de la chance. Non, bien sûr qu'il y a une amélioration entre mes débuts, et je serais menteur de dire que c'est pas le cas. Mais non, franchement, du moins du peu que je me souvienne, même mes tout premiers, je suis content. Et tu as des fois des demandes un peu particulières, un peu où tu te dis, mais genre, what the fuck? Ah ouais, moi, quand je tatoue à Sanary, j'ai eu la fameuse main où tu as le rond que tu regardes, où tu te prends une droite dans l'épaule. D'accord. C'était quelqu'un d'une box de CrossFit qui voulait le faire pour son coach. Et en fait, il lui avait dit qu'il avait mal à la cuisse, qu'il s'était claqué, etc. Il a remonté le short. Du coup, il en a mis une bonne dans l'épaule. Mais bon, du coup, ça reste à vie, quoi. Et là, ce matin, avant de venir, coucou ma petite perruche de François Damien, avant de venir, que j'ai tatoué et qui m'a bien fait rire d'ailleurs, que je vais publier et que je vais identifier François Damien dessus, parce que c'est anthologique, quoi, pour ceux qui connaissent. Mais à part ça, non, j'ai pas eu des demandes farfelues. Après, il y a des trucs, ça reste de l'ordre de l'intimité, des zones, etc. Et ça, c'est propre aux clients. Ou sinon, non, j'ai eu des belles demandes. Moi, j'ai d'avoir échangé des fois avec certaines personnes. Il y a encore, on parlait des préjugés, des stéréotypes sur les militaires. Il y a encore, auprès de certaines personnes, des préjugés sur les personnes tatouées. Alors que, moi, pour m'être déjà fait piquer, la personne avant moi, la cliente avant moi, c'était une juge. Après moi, c'était peut-être un avocat. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a encore beaucoup de préjugés sur les personnes qui sont tatouées. Énormément, mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, c'est plutôt les anciennes mentalités et générations. C'est comme la boucle d'oreille, en fait. Tu portais une boucle d'oreille avant, t'étais un peu le filou, un peu le voyou, le bad boy, etc. C'est pareil pour les tatouages, parce que c'est mal vu, même à l'armée, hein. Je suis rentré, ils m'ont dit tu vas pas t'en faire plus. Malheureusement, je suis arrivé un lundi, j'avais fait celui-là, j'en avais fait d'autres un peu partout. En fait, que ça leur plaise ou non, ça ne changera pas ma façon de travailler, ma façon de faire, en fait. Il y a des banquiers qui sont en costard et on croirait pas. Et en fait, ils arrivent dans le bureau, ils enlèvent leur veste de costard, ils sont en t-shirt, ils en ont partout, et c'est pas des mauvais banquiers pour autant.
En fait, c'est un gros stéréotype, un gros cliché qui sont encore dans les mœurs et qui, heureusement pour nous, s'efface petit à petit dans le temps et qui est reconnu parce que maintenant il y a des gens des forces de l'ordre qui en ont, il y a de plus en plus de militaires qui en ont et je trouve que c'est pas plus mal. Après, bien sûr, dans l'excès, même en tant que tatoueur, je dis, ça me choque pas des gens qui sont tatoués au visage, etc. Après, si c'est de la tête aux pieds où ça devient vraiment pour la prestation, pour un nombre de tatouages sur le corps ou un truc dans le Guinness Book ou quoi, c'est encore autre chose. Mais ça gêne en rien dans la façon de travailler ou quoi. C'est un cliché pur et dur. Ben, on le voit que ça quand même, ça évolue un peu. Je prends par exemple les entrepreneurs à succès, les hommes d'affaires. Avant, à l'époque, Warren Buffett, ce genre d'entrepreneur, voilà, c'était très costume et zéro tatou, zéro bling bling. Moi, il y a un entrepreneur que je suis et que j'apprécie énormément son mindset, c'est Taylor Chiche, qui lui, pareil, hein, tous les bras tatoués de partout. Il s'est même fait tatouer juste en dessous de l'œil. Ok. Et ça n'empêche pas d'être excellent dans son domaine en fait. Ah non, pas du tout. Hein. Et c'est là où on voit quand même que le monde commence à évoluer, ses préjugés commencent à évoluer, sens, ouais. surtout par rapport au tatouage et à l'attitude. Ça, c'est vraiment la génération qui veut que. Et ça, c'est un des bons points des nouvelles générations, c'est que la mentalité évolue et le regard s'ouvre et on reste pas fermé. Voilà, mon grand-père, s'il avait été encore en vie au moment où je lui montrais les bras, je pense pas qu'il aurait aimé, mais après, il faut vivre avec son temps, il faut tirer des bonnes expériences, des mauvaises expériences, des bonnes conclusions ou autres. Et puis voilà, il faut laisser faire, ça n'impacte en rien. Voilà, il y a des gens qui peuvent faire 120 kilos et c'est des petits oursons, et il y en a. On est dans ce cliché-là, quoi. Tout simplement. Ok, je te remercie pour ce partage. Comme les précédents invités, on va passer au moment des petits jeux. Yes. Donc, on va attaquer le jeu des 79 secondes, où je vais te poser le plus de questions possible en 79 secondes. Okay. Donc, je vais réexpliquer pourquoi 79 secondes. Ouais, voilà, parce que j'allais te demander, j'ai pas osé dire. Pourquoi 79 secondes parce que le premier invité qu'on a reçu, Guillaume Auriol, qui est un ancien joueur de foot professionnel, a joué 79 matchs de Ligue 1. Ah, okay. Donc, comme c'était notre premier invité, on s'est dit 79 matchs, tiens, ça va être 79 secondes et on est parti dessus. Ok. Voilà la petite anecdote, voilà. Okay. Et d'ailleurs, on salue Auriol pour sa gentillesse et sa bienveillance aussi lors de son passage. Ton surnom préféré? Fiche. Ton plat préféré? Lasagne. La personne la plus connue de ton répertoire? Personne. Ta plus grande réussite? Ma famille. Un tatoueur surcoté? Simon. Je dirais pas d'autres trucs. Un tatoueur sous-coté? Le guide, pardon. Ton échec le plus utile? Mon accident. Plutôt FIFA ou Call of Duty? Call of. Ton tatouage préféré? Ma main, mon fils. Le tatoueur idéal selon toi? Celui qui te satisfait. Le soldat idéal selon toi? Celui qui remplit sa mission. Sucré ou salé? Salé. Ton objectif business que tu assumes pas? J'en ai trop. Ton dernier SMS reçu? Je trouve pas la route. La musique que tu écoutes discrètement et que tu assumes pas? Une cantine pour mon fils. D'accord. Une bonne séance de sport ou une bonne séance de cinéma? Sport. La personne que tu admires secrètement? Ma femme. Ta destination de rêve pour te reposer? Mon lit. La femme idéale selon toi? La mienne. Je te remercie du coup pour ces réponses spontanées et franchement au top. On va passer au jeu suivant qui est la playlist inspirante. Je vais devoir dégainer le téléphone. Hein. Ouais, écoute, on va te laisser faire. Si, ma première question, c'est si tu devais, si ton métier était une chanson, quelle serait cette chanson? Oh, la bohème. Charles Aznavour, Cash. D'accord. Ouais, direct. Pourquoi? Oh, elle me marque trop. Ma mère l'écoutait, mon grand-père l'écoutait. Je l'ai toujours écoutée, je la connais par cœur. Ok. Ouais, je dirais la bohème. D'accord. Elle parle d'un temps, mais d'un beau souvenir. Ouais, non, je dirais la bohème. Ok. La chanson que tu écoutes pour te donner du peps, pour te booster? Adoré, qu'on connaît Val, je dirais Syndrome de Néfaste. Ok. Quand t'as un coup de mood, t'es en bad mood, quelle est la musique que tu mets pour te... Pour me donner du peps ou juste rester dans ce mood Quand t'es dans ce mood-là, c'est quelle musique que tu vas écouter? ID22 de Gibran Alcocer. C'est un pianiste. Je connais pas, on vous mettra les liens en dessus, en commentaire. Et
pour fêter une victoire, quelle musique tu mettrais pour te satisfaire d'une victoire? Une victoire Ouais, Queen. Show Must Go On. Ok, top, En vrai, de vrai, ouais. En plus, le film, il est incroyable. Ouais, si. super. Merci pour tes réponses. De rien. Écoute, Stéphane, merci beaucoup. De C'était rien. un agréable moment qu'on a passé ensemble. Avec plaisir. Par les tatouages armés, franchement, c'est cool. C'est fun. J'espère que ça en inspirera plus d'un. J'espère Notamment dans ce passage à l'action. Tu nous as fait part. En fait, moi, ce que je retiens lors de nos échanges, c'est de la détermination, c'est de la rigueur. Et voilà, c'est de puiser ses forces toujours pour avancer. Il y a toute cette notion de travail. On a eu aussi la chance d'échanger avec Marina Jupil, qui est une entrepreneuse à succès, et qui véhiculait le fait de travailler vraiment au quotidien. Pareil, il y a un grand homme qui disait créer des capsules vides, ça ne sert à rien. Donc de créer beaucoup de choses, mais si on travaille pas dedans, c'est bien d'avoir des idées, de les créer, mais si on les développe pas, ça vaut pas grand-chose. ça vaut pas grand-chose. Exactement. Et à travers ces échanges qu'on a eu ensemble, voilà, pour moi, ce qui ressort beaucoup, c'est cette détermination à travailler pour développer ton produit. Écoute, merci. Ça veut dire que je renvoie quelque chose de positif et ça fait toujours plaisir. Après, je dis pas que je suis parfait, je suis plein d'erreurs comme tout le monde, mais j'essaie de faire au mieux pour donner l'exemple et surtout maintenant que je dois donner l'exemple parce que j'ai un rôle de père, c'est ce que j'aimerais véhiculer et si ça se ressent auprès des gens que je côtoie, c'est que positif. Super, je te remercie. Merci à toi. Une dernière question. On demande toujours à nos invités qui ils aimeraient qui soit notre prochain invité. Est-ce que tu as un domaine particulier ou libre à toi, qui tu veux. Ou je dois être libre Comme tu veux. Un chanteur de reggae que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré lors d'un festival, c'est HK et les Saltimbanques. Ils ont l'air très simples et avec un gros vécu derrière dans ce qu'ils font ressortir de leur musique. D'accord. Ouais. Si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus au sein de notre podcast d'ici et d'ailleurs. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour échanger sur le reggae et sur tout cet univers. Carrément. Merci à toi Stéphane. Merci. À bientôt. Carrément. Merci beaucoup.